Quand ils t'attaquent, ils t'envoient les Noirs comme toi, qui parlent arabe, qui sont leurs esclaves, à qui ils ont convaincu que s'ils se libèrent de l'esclave, s'ils se libèrent de l'esclavage, ils vont aller en enfer. On leur apprend des hadiths que s'ils veulent se libérer de l'esclavage, ils vont aller en enfer. S'ils veulent aller au paradis, ils doivent rester ici esclaves jusqu'à la fin. Et à la fin de la vie, Inch'Allah, ils iront au paradis. Bonjour à tous et bienvenue sur Mémoire et Identité, l'émission qui retrace le parcours incroyable de nos parents. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Qui dit épisode spécial, invité spécial. Nous sommes en compagnie de Ousmane Badara qui a décidé de réagir sur l'épisode de M. Dia concernant la Mauritanie. Je vais le laisser s'expliquer, il va nous raconter qu'est-ce qui l'a dérangé ou pas et il va nous donner son point de vue sur la situation de la Mauritanie. Monsieur Ousmane Badara, bonjour et bienvenue sur Mémoire et Identité. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paix à tous les frères dans le monde entier. Que la paix soit avec vous tous. Chacun son nom et son prénom. Avant tout d'abord, merci de me laisser l'opportunité de venir m'exprimer sur des sujets qui touchent notre région, nos pays, le Grand Sahel, d'accord, la Grande Afrique de l'Ouest, d'accord. Voilà, parler de notre histoire, parler de notre honneur, voilà, et des peuples qui la composent. Donc voilà, en tout cas, d'abord, merci avant tout. Moi, si je suis, il y a des gens qui m'appellent Alpha Sengman, d'autres m'appellent Ousmane Badara, mais tout ça, c'est pas mon véritable nom de famille. Mon véritable nom, c'est Bokar Alpha One. Bokar Alpha One. Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté de venir témoigner sur Mémoire et Identité. Franchement, ça nous touche énormément. C'est un honneur pour nous de t'accueillir sur ce plateau. Donc, alors, est-ce que tu peux nous donner la signification de Ousmane Badara? Ousmane Badara, c'est quand on faisait le film African Gangster. Donc, j'étais avec Jean-Pascal Zadi. Donc, on voulait vraiment donner au film une connotation très, très africaine, subsaharienne. Donc, tous les grands personnages, si vous regardez, ils portaient le nom des anciens présidents africains comme Julius Nyerere, François Tombalbaye, comme Bouteflika. D'accord? Et il m'a demandé, moi, quel nom je prendrais. J'ai dit, bon, il y a un grand, bon, je ne vais pas dire gangster. Je dirais, il y avait un homme haut en couleur qui habitait mon quartier qui s'appelait Badaralo. Badaralo. Ah, c'est de là où, justement, voilà, tu as pris son nom. Voilà, il m'a dit, dans ce cas, on va prendre un pronom Ousmane, on va coller le nom de Badara. Donc, c'est en quelque part, c'était pour rendre hommage à ce monsieur-là que j'ai porté le nom. Ben moi, j'ai toujours cru que tu t'appelais justement Ousmane Badara. Ça me fait rire parce que pour moi, tu t'appelais Ousmane Badara. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ben, on en apprend tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant. Pas du tout. Moi, je m'appelle Bokar Alpha One. Okay. Alpha 520. Alpha 520. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner la signification de ton nom de famille? Comme on a l'habitude de le faire dans cette émission, on sait très bien que le nom de famille, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique tout court, il a une importance. Le prénom, il est secondaire. Voilà, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous donner justement la signification de ton nom de famille? Donc, voilà, le nom de ma famille, donc le nom de mon clan, donc c'est la famille Wane, W-A-N-E. Il faut savoir que nous, à la base, il y a à peu près 700, 800 ans, ma famille habitait au sud de la Mauritanie, dans le territoire des Wanwane. Et par le fait des temps, nous avons migré vers une ville au Sénégal qui s'appelle Mboumba vers l'an 1300. D'accord? Avec les guerres qu'il y avait, avec la propagation de l'islam. D'accord? Il y avait un roi parmi les rois Dénianké qui a octroyé à l'un de mes ancêtres, d'accord, qui s'appelait Tafsir Ahmad Hamad Wan, la ville de Kanel. Donc c'est pour cela que maintenant ma famille elle est installée à Kanel depuis peut-être 300 ans.
Mais à la base, nous sommes originaires vraiment de ce que j'appelle le Grand Foulanistan, ça veut dire le sud de la Mauritanie, le nord du Sénégal, le Oundou et le Djolof. Voilà, ça c'est notre fief, c'est ça ce que j'appelle le Grand Foulanistan. Bon, quand tu parles de Boundou, Voilà. ça me touche parce que je suis originaire du Boundou. Ah ouais? Oui. Je suis originaire du Boundou. Voilà. Alors, Voilà. j'aimerais savoir le nom. Wan, il fait partie de quelle ethnie? Eh bien, je suis d'ethnie Peul, mais il y en a, ils disent Tekrour, il y en a, ils disent Toukleur, il y en a, ils disent Alpulaar, mais moi, je ne fais pas la différence entre tout ça. Pour moi, nous sommes des Peuls depuis le début de l'humanité, et c'est ce que nous resterons, Inch'Allah, jusqu'à la fin, Inch'Allah. Tu as bien rebondi, parce que tu as dit, nous sommes des Peuls. Et il y a, je dirais pas un débat, mais tu sais, il y en a, ils se revendiquent Peul, il y en a, ils se revendiquent tout couleur. Ouais. Quelle est la différence entre un Peul et un tout couleur? Justement, j'ai eu ce, entre guillemets, débat avec M. Dia. Quelle est la différence? Déjà, le terme tout couleur, c'est un terme qui a été dégradé. C'est le Tekrour. Le Tekrour, c'était un royaume qui date de plus de 1000 ans, qui vivait parallèlement avec l'Empire du Ghana. Mais le Tekrour a toujours été l'opposé de l'Empire du Ghana, parce qu'ils étaient plus zélés dans l'islam. Donc, ce qui fait que le Tekrour a eu parfois des alliances avec, comme les Almoravides pour combattre l'Empire du Ghana. En 1076, c'est la chute de l'Empire du Ghana par la coalition des Almoravides et le Tekrour. Donc, nous sommes originaires du Tekrour. Qu'est-ce que le Toucouleur ou le Tekrour? Donc, c'est un mélange de Soninki. C'est un mélange de Serer. C'est un mélange de Wolof avec un substrat Peul. Il n'y a pas un seul gars qui peut dire Toucouleur ou Tekrour qui ne peut pas revendiquer ces trois origines-là, surtout Serer, Soninké et Peul. Mais Dieu nous a bénis avec la langue Peul, d'accord? Donc c'est pour cela, nous disons toujours nous sommes Peul, mais quand on vraiment fait des investigations sérieuses dans nos origines, on trouvera toujours des Soninké, on trouvera toujours des Serer. Ce sont des choses dont nous sommes très très fiers. Mais Dieu a fait de nous l'emblème du peuple Peul, puisque tous les Peuls viennent de notre région et se sont dispersés à travers le monde. Que ce soit les Peuls du Massina, les Peuls du Cameroun, les Peuls du Nigeria, les Peuls du Burkina, les Peuls du Mali, tous ils viennent du Grand Foulanistan, ça veut dire la vallée du fleuve Sénégal. Donc, Voilà. un tout couleur Voilà. et un Peul, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. D'après certains dires, pour ne pas citer M. Dia, il a dit qu'à l'époque, justement, c'était Monsieur Senghor qui a décidé, avec la France bien sûr, parce que le mot tout couleur on entend en France et au Sénégal. Dans d'autres régions, ça n'existe pas. Ouais. D'après ces dires, c'est Monsieur Senghor qui a décidé d'appeler une certaine partie au Sénégal les tout couleurs et le reste Peul. Pourquoi? Pour essayer de réduire la communauté Peul du Sénégal. Est-ce que tu confirmes? Exactement, exactement. Il n'a pas fait que ça. Il a aussi cédé une partie de la terre des, ce qu'on appelle entre guillemets tout couleur, ça veut dire le sud de la Mauritanie, à la Mauritanie. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une autre différence, c'est que nous sommes des Peuls sédentaires, contrairement aux autres Peuls qui sont transhumants. Et donc, à partir de là, on a voulu nous séparer, dire, vous êtes comme vous êtes des sédentaires, vous êtes des Tekrour, des descendants du Toucouleur. Et les autres sont des Peuls puisqu'ils sont transhumants. Mais les autres sont nos ancêtres. Les Peuls du Djolof, les Peuls du Boundou, tout ça, ce sont nos parents qui se sont déplacés. Ceux qui sont restés, ils se sont mélangés avec des Soninké, ils se sont mélangés avec des Serer, mais ils ont gardé la langue Pulaar. Donc, dans tous les cas, nous sommes vraiment la véritable famille Peul. D'accord, donc pour mettre un terme à ce débat, tout couleur. Voilà. Peul, c'est la même famille. Ça existe qu'il n'y a qu'au Sénégal où on raconte ce genre de rigolade-là. Voilà. C'est pour des visées strictement politiciennes. D'accord? Il n'y a qu'une seule partie, c'est les Peuls. Voilà. Tu sais tout. Il n'y a pas de tout couleur, il n'y a pas de. Voilà, machin. Nous sommes des Peuls. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, on va revenir sur ta jeunesse. Alors, j'aimerais savoir quelle a été ta jeunesse au Sénégal. Eh ben, moi, j'ai commencé d'abord par
l'école coranique. J'étais dans le Fouta, voilà, dans la vallée du fleuve Sénégal. Voilà. Donc, je pense que je l'ai expliqué dans beaucoup d'émissions. Bon, voilà, j'étais un enfant très, très intelligent en matière de Coran à l'école. Voilà. Mais malheureusement, j'étais aussi englouti ou dévoré par l'appétit financier. Donc, je commettais beaucoup de larcènement avant d'arriver à 11 ans. Ça veut dire déjà ma première incarcération, c'est à 11 ans dans la ville de Bogué. 11 ans? Voilà. 11 ans? Ah ouais, Voilà. quand même. À 11 ans, j'étais l'un des plus jeunes incarcérés dans la ville de Bogué. Mais tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que la plupart des gens, ils t'ont connu en tant qu'Alpha 520, mais ils se sont jamais dit quelle a été son enfance. Mais pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Voilà. Quand j'étais à Dakar aussi, voilà, je le dis, hein, j'étais un grand voleur au marché Koloban. Voilà, ouais. J'étais un grand receleur, je volais tout. Voilà, j'étais un voleur, moi. Au moins, tu as l'honnêteté de le dire. Voilà. Parce que, mais j'étais jeune. Voilà, c'est la jeunesse. Voilà. C'est la jeunesse. Voilà. Alors, quelle a été la cause, justement, de ton départ du Sénégal pour venir en France? Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu un événement dans ma vie, ça veut dire c'est le décès de mon père quand j'avais 13 ans. Père son âme. Voilà. Et ça a chamboulé, je dirais vraiment drastiquement, ça a changé vraiment le niveau de vie de ma famille. Voilà, ça veut dire que du jour au lendemain, vraiment les nécessités quotidiennes n'étaient pas satisfaites. Ma mère, elle avait 4 garçons et moi, je suis l'aîné. Donc, vu la situation, je n'avais pas d'autre choix que de l'aider. Tu penses que ta place n'était plus trop au Sénégal? Il fallait au moins aller en Europe pour essayer au moins de subvenir aux besoins de la famille. Donc, la première chose que j'ai fait, donc, comme je t'ai dit, j'étais très bien à l'école. Dès que j'ai eu mon bac, donc je voulais vraiment partir du Sénégal. Voilà, donc je suis venu ici en tant qu'étudiant, mais dans ma tête, c'est que vraiment, c'était juste pour avoir le visa. Mais une fois que je mettrai les pieds ici, je n'irai même pas à l'école. Voilà, mon seul objectif, c'était de travailler pour aider ma mère. Parce que vraiment, c'était très dur. Je sais que maintenant, c'est devenu cliché, hein, les gens quand ils parlent comme ça. Mais moi, je vous parle des gens qui ont la tension, qui se soignent avec de l'aspirine. Je vous parle des gens qui font 30 km en charrette pour faire accoucher leur femme. Je vous parle des gens qui n'ont pas de lieu. Moi, j'étais à Yarar, hein, mais je vous parle vraiment de là où vraiment d'où nous sommes. Des gens, je vous le jure, parfois, on peut rester 10 jours d'ité et de l'arachide. Mais à ton époque, c'était l'époque de l'arrivée de l'avancement du désert, non? L'avancement du désert, les criquets pèlerins. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les criquets qui venaient, qui envahissaient tous les champs à manger. Ouais, il y a une période où ça a été très compliqué. Bon, moi, j'étais encore pas à Dakar, mais je te dis la situation de ma famille, parce que ma famille, elle est dispersée dans tout le Sénégal. D'accord? Voilà. Fallait vraiment que je parte pour aider ma mère. Voilà, parce que sinon, c'est tous mes frères qui allaient vriller. Voilà, parce que j'avais déjà commencé dans ma petite délinquance à engrainer tous mes petits frères, surtout les deux les plus qui me suivaient. D'accord? Voilà. Donc, il fallait que je parte. Voilà. Quand tu es parti, tu as décidé de venir en France ou aux États-Unis? Non, en France. Pourquoi je te pose cette question? Tu as un mindset américain. Toi, tu es visionnaire. Bon, ouais, ça, c'est toi qui le dis. Non, il est modeste, il est très modeste. Mais tu n'as pas le même mindset que une personne qui est venue justement en France. Moi, j'ai toujours pensé que tout d'abord, tu avais migré vers les États-Unis, puis arrivé en France. Non. C'est le contraire. Non, pas du tout. Donc toi, tu es directement venu en France. Voilà. Et quand tu es venu en France, quelle a été ta surprise? Est-ce que tu as été déçu ou est-ce que tu t'imaginais vraiment la France? Quand je suis venu en France, je vais te dire une chose, frère, tu ne vas même pas me croire. La première chose déjà qui m'a fait le plus plaisir, déjà, je vais te montrer les stigmates de la pauvreté, que tu comprennes.
C'est la première fois que j'ai eu une bouteille de coca qui m'appartenait à moi. Un jour, j'ai mis ça dans un frigo. J'ai dit, je peux ouvrir cette bouteille de coca-là, l'ouvrir quand je veux, boire quand je veux et la fermer quand je veux, personne ne touche. Parfois, wallahi l'azim, nous, quand on était au pays, tu peux rester 4 mois. S'il n'y a pas d'invité, tu ne bois pas de coca. Moi, j'avais un oncle à moi, il s'appelle Abdelaziz. Il avait lâché Ovomaltine. C'était un commissaire de police, Ovomaltine. Ovomaltine, c'est les boissons chaudes. Voilà, c'est la les Nescao. Là. Ouais. Le matin, il prenait le petit déjeuner parce c'était un commissaire de police. C'est comme s'il se foutait de notre gueule. Et après, quand il terminait, il mettait ça dans son armoire et fermait à clé. Mais quand tu... Nous, c'était le quinqueliba, puis c'est tout. Classe. Tu vas, tu ramasses le quinqueliba. Tu bois ça, c'est tout. Terminus. T'as ça. Mais quand toi, tu es arrivé, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Où tu as logé? Parce qu'il faut J'étais savoir. à Reims. C'était pas dans les foyers Sonacotra. Non, j'étais pas... Donc, tu étais déjà chez un habitant. D'accord. Et donc, lui, justement, pour revenir à ton oncle, lui, il buvait son Ovomaltine, il le fermait dans son armoire, et pour vous, c'était le King Kiliba. Non, pour nous montrer que lui, il a atteint un statut social. D'accord. Je ne sais pas si tu as compris. J'ai bien compris. Ouais. Parce que pour nous, c'était inimaginable de boire des cacao. Je te le jure, moi je te dis quand j'étais enfant, nous, tu sais c'était quoi notre ketchup? On prenait le tomate concentré là, on versait du sucre en poudre, on mélangeait, on mettait ça dans le pain comme ça on mangeait. Voilà, on a mis, wallah frère, frère. Mais c'est pour ça que quand j'entends des gens, ils parlent, ils disent, il a vécu, mec, tu connais pas. Non mais c'est toujours intéressant, moi j'aime bien. Quand je te dis ça, moi j'ai fait ça. Des tomates concentrées. Ouais, je vois très, il y a des gros bols là. Des tomates concentrées là. Tu verses du sucre en poudre, tu mélanges, tu tartines avec le pain. Et tu manges avec du King C'est Kiliba. le ketchup. Oh là 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 là. C'est dur, mais certaines personnes passent par là. Et quand tu arrives en France, est-ce que pour toi, trouver du travail, ça a été facile? Ou est-ce que tu te dis, non, je ne veux pas travailler, je vais essayer de passer par une voie qui peut me permettre de gagner de l'argent sans trop me casser le dos? Non. Par contre, moi, quand je suis venu, je me suis dit, surtout, il ne faut pas que j'aille en prison. Parce que si je vais en prison, ma famille va en pâtir. Donc, je me rappelle, j'habitais à Mantes-la-Jolie aussi, à Reims. Donc, tous les matins, j'allais au CIDJ. Le CIDJ, c'est vers la Tour Eiffel. Ouais. On mettait là-bas des annonces. Je suis resté pratiquement 2 mois, tous les matins, je quittais Mantes-la-Jolie, j'allais là-bas. Dès qu'on ouvrait, les gens, ils couraient vers les annonces. T'as rien du tout. Un jour, j'ai vu, vraiment, c'est vraiment le destin de Dieu. J'ai vu un Pakistanais, il était là-bas, il vendait des canettes. Tu vois, il vendait des canettes de Coca-Cola. Je dis, ah ouais, putain, je vais commencer par faire ça. Voilà. C'est ça mon premier salaire en France. Tu as commencé à vendre des canettes. Voilà, c'est ce Pakistanais-là que j'ai vu devant le CIDJ, là. Je l'ai vu, il avait une glacière comme ça. Il vendait des canettes. Je dis, allez. Voilà, ça fait 2 mois, j'ai rien rentré. Voilà, je vais faire ça. Et j'ai fait ça, franchement, ça a très, très bien marché, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a amené à Clignancourt. Ah, ceci explique cela. Voilà, j'ai commencé à Châtelet. Et il y a un gars qui m'a dit, samedi, dimanche, il y a un marché là-bas à Clignancourt. Si tu vas là-bas, tu vas vendre plus. D'accord. Donc là où je vendais peut-être 400 francs, 300 francs, à Clignancourt, je vendais 1000 francs. Super, d'accord. Voilà, c'est là que j'ai eu mon premier contact avec le marché de Clignancourt. Et là, c'est plus monsieur Ndiaye, pardon, c'est plus monsieur Wan, c'est monsieur Alpha 520. Non, c'est pas encore, parce qu'Alpha 520, après, j'ai commencé à prendre la grosse tête. Comme j'ai commencé à avoir des sous un peu, j'ai dit, je vais investir. Là, j'ai commencé à prendre maintenant des chemins pas catholiques. Ah, d'accord. Ouais. D'accord? Donc, je prenais des substances, j'allais les vendre à Reims. Et quand j'arrivais là-bas, je disais, moi, je vends maintenant que des 25 grammes. C'est des gens de Reims qui m'appelaient Alpha 520. Voilà. Le point de départ de Alpha 520, super. Voilà. Donc, à un instant, j'étais sûr. Bon, pour les gens d'ici, c'était rien. Mais à un instant, moi, je me retrouvais avec c'était autant des francs. Je me retrouvais avec des 10 000, 20 000. Donc, j'envoie à ma famille peut-être 2 000, 3 000. Mais j'avais plein d'argent en liquide. Donc, l'argent, je ne voulais pas que ça reste. Donc, moi, mon but, c'était de l'investir tout le temps, que ça ramène plus encore. Bah, c'est pour ça que tu vois. J'achetais de la drogue, j'achetais des habits, et j'ai commencé à produire des mixtapes.
Parce que pour moi, je voulais vraiment que ça rentre de partout. C'est ça, je te disais, Ouais. tu vois, tu as le mindset des gens, tu as le mindset des habitants des États-Unis. Comme tu as dit, tu voulais pas garder l'argent, tu voulais le réinvestir justement pour en gagner plus. Nous, on n'a pas connu ce mindset-là. Bravo en tout cas, Alpha 5. Bon, après, tu sais, comme je t'ai dit, frère, c'est par rapport vraiment voilà, aux tribulations et aux combats que ma famille menait là-bas au pays. Voilà, je voulais pas vraiment. Je voulais vraiment que, voilà, Qu'ils s'en sortent. Voilà, que ça avance pour moi. Tu sais, on va passer l'épisode d'Alpha 520 parce que le but justement de cette émission, c'est pas de parler de ta carrière en tant que rappeur. Nous, on veut connaître ton histoire et ta culture. Donc, on va rebondir sur les événements de 89 parce que justement, c'est ce qui t'a marqué par rapport à l'épisode de Monsieur Dia. Et tu voulais revenir par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que l'époque de 89 en Mauritanie et au Sénégal? D'accord. Donc, avant tout, d'abord, encore merci à notre aîné, notre oncle, notre père, M. Dia. D'accord? Parce que c'est à travers tous ces grands messieurs qui vont nous restituer l'histoire. On passe un grand coucou à M. Voilà, Dia. c'est important toujours de restituer l'histoire. Car un peuple qui n'a pas d'histoire, il ne saura jamais où il va. Il faut toujours que le peuple s'appuie sur sa véritable histoire, excuse-moi, pour aller de l'avant. D'accord? Moi, ces événements-là, j'étais là, je les ai vécus en direct à Dakar. Je les ai vécus en direct. J'étais là quand on détruisait les magasins des commerçants maures, des commerçants arabes, j'étais là. Mais pour quelle raison? Parce que, tout simplement, en Mauritanie, pour une politique raciste, en Mauritanie, qui ont voulu purger les Noirs. C'est ça la vérité, c'est ça le véritable problème. Le problème, c'était pas un problème de voisinage communautaire entre Sonic et un peu. C'est vrai, ça a commencé là. Mais ça fait plus de 100 ans que ça existe, ça. Les problèmes entre les pasteurs et les agriculteurs, ça a toujours existé. Ouais, il faut préciser que justement, en 89, soi-disant le début de la guerre entre le Sénégal et la Mauritanie, elle est partie justement de un pasteur Peul et d'un agriculteur soninké qui se sont chamaillés et ça a dégénéré. Ouais. Et apparemment, c'est pas la réelle cause. Non. Donc, si tu peux justement nous parler de ça. Ça, c'est l'écran de fumée, d'accord, qu'on nous vend toujours. C'est le prétexte sur lequel s'appuie le pouvoir négrophobe mauritanien pour purger la Mauritanie des Noirs. Ça a toujours été leur projet de blanchir la Mauritanie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'arrivée de ces Hassanias-là. Ça fait presque 500, 600, 700 ans. Depuis la guerre avec l'imam, comment il s'appelle encore? Nasreddin. La bataille de Sherbaba. Allez regarder ça. D'accord? Ils ont toujours voulu blanchir la Mauritanie. Ils n'ont pas réussi. Ils ont fait des razzias. Ils ont pris des esclaves. D'accord? Qu'ils ont arabisé de force, ce qu'on appelle aujourd'hui les Haratines. Mais regardez, les Soninké ont toujours gardé leur langue. Les Peuls ont toujours gardé leur langue. Et ça reste comme une épine dans leurs chaussures. Ça leur fait très mal. Donc, comme ce travail d'arabisation n'a pas réussi, donc c'est quoi l'objectif? C'est maintenant, tous ceux qui ne parlent pas la langue arabe ou qui veulent être cantonnés dans leur culture doivent traverser le fleuve et aller au Sénégal. C'est ce que nous avait dit justement. C'est ça. C'est tout simplement ça, frère. Tout le reste, ce n'est que de l'écran de fumée. Le but du pouvoir mauritanien, c'est de purger la Mauritanie de tout ce qu'elle avait d'authentique. Ça veut dire les Soninké et les Peuls. Mais voilà, c'est tout. Et c'est ce qui s'est répété encore il n'y a pas longtemps, là. Justement, il n'y a même pas 2 mois, vous avez vu, ils ont viré tous les migrants noirs. Pourtant, il y a des migrants libyens, il y a des migrants syriens, il y a des Touaregs. Tous ces gens-là ont été laissés à l'intérieur de la Mauritanie, mais ils ont viré tous les migrants subsahariens. Pourquoi? Parce qu'ils voient que de plus en plus, il y a des Noirs dans le pays, et ça ne leur plaît pas. Et pourtant, c'est le pays des Noirs, la Mauritanie. C'est le pays même originel des Noirs. Mais eux, ils viennent d'arriver en Mauritanie. Il y a un truc que je voudrais savoir. Ils viennent d'arriver en Mauritanie. La Mauritanie, c'est le pays des Noirs et des Berbères. Ce n'est pas le pays des Arabes. Mais ils ont toujours cohabité. Faut que ce soit très clair. Ils ont toujours cohabité? Non, ils n'ont jamais cohabité. Ils ont toujours voulu s'imposer par la force. Je t'ai dit, il faut que tu y ailles. Revois l'histoire de la Mauritanie. En 1674, la bataille de Sherbaba.
la bataille qu'ils ont imposée à l'imam Nasreddin pour blanchir la Mauritanie. Ça fait déjà plus de 400 ans, ce que je te dis. Mais quand les Soninké, les Peuls, ça, ce sont des peuples millionnaires qui s'attachent à leurs racines, qu'ils ne peuvent pas déraciner. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de razzias, donc ils ont pris beaucoup d'esclaves, d'accord, qu'ils ont arabisés, et ils ont cru que ces esclaves-là, un jour, tellement ils vont être majoritaires, qu'ils vont submerger la Mauritanie, qu'ils vont effacer les Soninké, qu'ils vont effacer les Peuls de la Mauritanie. Et ça n'a pas réussi. Et c'est ça qui leur fait le plus mal. Et ça, il y a plein de gens qui n'osent pas le dire. D'accord? Ça, c'est très important de le dire. D'accord? Voilà. Mais toi, justement, Voilà. tu étais au Sénégal à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu as vraiment vu que ça a chauffé justement entre le Sénégal et la Mauritanie? Bien sûr. Je t'ai dit, j'ai assisté au meurtre, j'ai vu tout. Ah, tu as vu de tes Mais propres bien yeux? sûr, frère. J'ai un ami à moi qui s'appelait Galas. Je parle de lui dans le son Chair de ma chair, dans mon album Gangster avec des grands bobos. Il a été tué toute sa famille en Mauritanie. C'était un Mouride. C'était un Wolof. Toute sa famille et lui. Ils ont tous été massacrés en Mauritanie. C'est même pas un Peul, c'est même pas un Soninké, c'était un Wolof. Pourquoi il a été massacré? Tout simplement parce qu'il est noir. Des gens, des femmes à qui on a coupé les seins, des femmes qu'on a inventées, des enfants qu'on a jetés contre les murs, des nourrissons. Et ce sont ces gens-là qui viennent te parler d'islam. Voilà. À un instant, vous savez, c'était pas comme à l'époque d'Internet, où maintenant l'information circule presque instantanément. Le Sénégal a mis pratiquement 1 mois pour se rendre compte. C'est quand les réfugiés sénégalais ont commencé à revenir, qu'on a vu les blessés, qu'on a vu des gens amputés. C'est là que les Sénégalais ont eu un tour de sang et ont attaqué les commerçants mauritaniens. Et ils ont eu beaucoup de chance, parce que ça a duré peut-être 3-4 jours. Et le président Abdou Diouf, il a tout sécurisé, il les a sortis de là. Je te dis, avant, comme tu vois aujourd'hui, le Peul Fouta, là, au Sénégal, c'est eux maintenant qui détiennent tous les magasins. Avant, tous les magasins, moi, quand j'étais petit, c'était appartenant aux Mauritaniens. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Dû à la guerre. Dû à la guerre. Mais Dû à la guerre. Du jour au lendemain, tu ne voyais pas un seul mort au Sénégal. Et ils avaient fait comment on appelle, une alliance avec le président irakien Saddam Hussein, comme quoi qu'il va leur passer des ogives nucléaires. Pourquoi il attaque le Sénégal? C'est pour ça que le Sénégal était un peu réticent pour leur faire la guerre. Il faut savoir, le Sénégal n'a jamais été un pays de... Bon, les présidents qu'on a eu, excepté Ablaye Wade, on n'a jamais eu des présidents braves. Moi, je pense que le Sénégal aurait dit aller boire le thé sur leur place de l'indépendance. Mais tu sais que le Sénégal et la Mauritanie, c'est des pays frères. Peut-être c'était pour ça qu'ils étaient réticents à faire la guerre. Non, il faut que tu arrêtes, mon ami. Frère avec des gens qui te font du racisme, frère avec des gens qui te font qui méprisent tes enfants, c'est pas des frères, ça. Tu sais, dans la vie, le minimum qu'on se doit, c'est la vérité d'abord. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Des gens, à chaque fois, c'est même pas leur terre. Je te dis que c'est la terre, la Mauritanie, les deux empires qui ont fondé la Mauritanie, c'est pas les Arabes, c'est l'empire du Ghana et les Tekro. Et les Almoravides qui sont venus les rejoindre là-bas. C'est les Soninké, les Peuls et les Berbères. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui se disent Arabes en Mauritanie, ce sont des Berbères. Mais maintenant, ils ont honte de dire qu'ils sont des Berbères, qu'ils sont Berbères. Parce qu'on a fait un travail qui soit complexé de dire Berbère. Si tu vas au Maroc, les gens ils sont fiers d'être Berbères. Tu vas en Algérie, il y a des gens qui se disent Kabyles, ils se disent pas ils sont Arabes, ils sont fiers d'être Berbères. Tu vas en Tunisie, il y a des gens qui sont fiers. Il n'y a qu'en Mauritanie où les gens ne sont pas fiers d'être Berbères. Et pourtant, 90% de ceux qui se disent Arabes en Mauritanie sont des Berbères. Mais tu verras jamais quelqu'un en Mauritanie te dire je suis d'origine berbère. Pourquoi? Parce que pendant plus de 400 ans, on a fait en sorte qu'ils aient honte d'être Berbères. Et pourtant, l'équipe nationale des Mauritaniens, elle s'appelle les Almoravides. Les Almoravides, c'est des Berbères. Ils veulent des Berbères que la victoire. Mais ils ne veulent pas être Berbères. Pourtant, ils appellent leur équipe les Almoravides. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je comprends très bien. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les Berbères, c'est ce qu'ils veulent faire avec les Peuls et les Soninké. Mais ça n'a pas fonctionné. Je te dis que 90% des gens qui se disent aujourd'hui Arabes
En Mauritanie, ce sont des berbères, ce pas des arabes arabes, ce sont des berbères arabisés. Mais aujourd'hui, ils ont honte. En Mauritanie, Personne ne parle plus berbère en Mauritanie. en Mauritanie, les Soninké et les Peuls, ils sont majoritaires. Non, pas du tout. Faux. Bah, qui est majoritaire? En Mauritanie, les Arabes, les anciens esclaves qu'on appelle les Haratines, ils représentent 50%. Les Berbères et les Arabes blancs, ils représentent 25%. Les Maures, ils représentent 25%. Ça fait déjà 75% d'Arabes. Ah, d'accord. Donc d'arabophones. Ah, d'accord. Voilà, les Peuls, ils sont 20%. Les Soninké, ils sont 5% avec le Wolof. C'est tout. Les Soninké, ils sont 5%. Les Peuls, ils sont 20%. Les Arabes et leurs alliés noirs qu'ils ont esclavagés sont 75%. Maintenant, la variable sur laquelle ils jouent, ce serait les 50% de noirs arabisés, qu'on appelle les Haratim. C'est sur cette variable-là qu'ils jouent pour avoir toujours la majorité, pour attaquer les autres peuples. Eux-mêmes, ils n'osent pas attaquer. Quand ils t'attaquent, ils t'envoient les noirs comme toi, qui parlent arabe, qui sont leurs esclaves, à qui ils ont convaincu que s'ils se libèrent de l'esclavage, ils vont aller en enfer. On leur apprend des hadiths que s'ils veulent se libérer de l'esclavage, ils vont aller en enfer. S'ils veulent aller au paradis, ils doivent rester ici esclaves jusqu'à la fin. Et à la fin de la vie, Inch'Allah, ils iront au paradis. C'est ça qu'on a mis dans la tête des Harapines là. Donc aujourd'hui, tu peux amener beaucoup d'associations qui veulent aider les gens à libérer. Tu vas voir, il y a plein d'esclaves, ils te disent, je ne veux pas être libre. J'avais entendu ça aussi. Va en Mauritanie, ils vont se battre contre toi si tu veux les libérer. Ah, ils sont attachés justement. Ils sont attachés à l'esclavage, ils aiment l'esclavage. Parce que pour eux, c'est un fait religieux. Je ne sais pas comment. C'est vraiment de lavage de cerveau à l'extrême. Je ne sais pas si tu comprends, cher. Je comprends, et c'est fort ce que tu dis quand même, parce que... C'est ça la vérité. Demande à n'importe quel Mauritanien, sincère, je te le jure, il va dire pire que ce que j'ai dit. Il va dire que j'étais même gentil. Tu vas voir aujourd'hui des Haratines qui sont dans les provinces en Mauritanie. Tu lui dis, aujourd'hui tu es là, tu n'as pas de salaire, tu sers le maître, tu es là, tu laves pour lui, il couche avec ta femme, il fait ce qu'il veut avec toi. Viens aujourd'hui, maintenant on est en 2025, je vais t'aider à libérer. Il va dire, je ne veux pas, je veux servir le maître. Wow. C'est ça ce qu'il va dire. Voilà. Et donc, à l'heure dont on parle, en 2025, tu penses que la situation s'est améliorée? Mais je te parle de 2025 là. Nous sommes en 2025. Voilà, je te parle de 2025. Et 2025, c'est la même chose. Mais mon ami, la Mauritanie, c'est pas loin. Ils vont se battre contre toi pour rester esclaves. Et ils voulaient que les autres noirs soient comme ça. Ils voulaient que les Soninké soient comme ça. Ils voulaient que les Peuls soient comme ça. C'est ça qui fait qu'ils ont la haine. Parce que c'est un truc qui a échoué. Ils ont réussi avec les 50% d'esclaves qu'ils ont importés, mais les populations authentiques de Soninké et de Peuls qui n'ont pas réussi. Voilà. C'est ça qui leur fait le plus mal. Beaucoup de gens ne comprennent pas la problématique mauritanienne parce qu'ils ne vont pas dans le fond des choses. Et comment ils ont réussi ça, je te dis, c'est par un endoctrinement religieux. Ils ont fait dire au prophète que le prophète a fait des hadiths comme quoi un esclave qui cherche à recouvrir sa liberté, c'est un être qui est voué pour l'enfer. Il y a plein de gens, par peur de l'enfer, ils préfèrent rester esclaves. C'est pour ça que c'est très important de se cultiver. Voilà. Une fois qu'on se cultive, on apprend beaucoup de choses et on découvre la réalité. Voilà. Parce voilà, que c'est fort. Hein. Voilà. Franchement, donc j'appelle tout le monde à aller voir qui sont à l'origine du Sénégal et de la Mauritanie, c'est l'Empire du Ghana et les Tikrour. Ce n'est pas les Arabes là. L'Empire du Ghana, c'est des Soninké 100%. Le Tikrour, c'est des Peuls, Khlas, et des Berbères qui sont venus s'ajouter avec eux comme les Almoravides. Il n'y a pas d'Arabe qui a fait l'histoire de la Mauritanie. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui en Mauritanie, il faut parler arabe, il faut dire République arabe, voilà, voilà. C'est du n'importe quoi. Bon, en tout cas, merci pour cette précision. Donc moi, voilà, déjà avec Monsieur Dia, j'en avais appris des choses, mais alors avec toi, bon, aujourd'hui on est en 2025 et je vois que la situation ne s'est pas améliorée. Et on peut dire qu'elle s'est même empirée. Parce que c'est vrai que récemment, j'ai pu comprendre qu'ils ont essayé de chasser aussi des Maliens qui sont venus travailler. Des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, tout ce qui est subsaharien qui ne parle pas arabe.
La question que je dis, si c'est une chasse aux migrants, il y a des Touaregs qui n'ont pas de papier là-bas. Il y a des Syriens, il y a des Libyens qui ont fui leur pays. Tous ces gens-là, ils sont restés. Mais on n'a chassé que les Noirs. Tu penses que c'est du favoritisme? C'est pas du favoritisme, mais je te dis que c'est une entreprise de blanchiment. Comme ce qui se passe en République dominicaine avec les Haïtiens. Tu sais, les Haïtiens sont carrément comme des parias, des pestiférés en République dominicaine. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Ils ne veulent pas de Noirs. Parce que pour eux, le Noir, ça veut dire va niveler leur civilisation vers le bas. Parce que comme ils vivent de l'imposture, c'est pas leur terre, donc ils veulent tout le temps faire en sorte que ceux qui parlent arabe soient les plus nombreux. Voilà. Alors, moi, si j'ai une chose à rajouter, c'est, chers frères, chères sœurs, abonnez-vous à Mémoire et Identité. Pourquoi? Parce que grâce à nous, vous allez apprendre des choses. Nous recevons des invités qui sont assez calés dans certains sujets et ils acceptent de venir témoigner. Donc, abonnez-vous et vous allez découvrir des histoires, des fois terribles ou des fois des histoires de vie. Mais on est là justement pour promouvoir notre culture, voilà, apprendre des choses, voilà, notre tradition, voilà, c'est très important. Voilà, il faut aller étudier l'histoire de la Mauritanie, l'histoire de la vallée du fleuve Sénégal, l'Empire des Ghana, le royaume Tekro, surtout une bataille que je vous ai dit avec l'imam Nasreddin. L'imam Nasreddin, c'était un berbère. L'imam Nasreddin, c'était un imam, son mouvement. J'appelle tout le monde, vous allez vous taper sur YouTube ou sur Wikipédia, le mouvement Toubnan, T-O-U-B-E-N-A-N. Le mouvement de Toubnan, ça s'est passé en 1600, l'an 1600. C'était un imam berbère qui venait de la Mauritanie, qui voulait faire une union avec tous les royaumes noirs pour chasser les esclavagistes. Les esclavagistes arabes, eux, les esclavagistes blancs, c'est les Français, et les esclavagistes noirs, qui sont des royaumes animistes. Qui l'a tué, les Mauritaniens arabes? Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut perpétuer l'esclavage. Ah, c'était une épine dans le pied. Voilà, donc allez étudier l'histoire de l'imam Nasreddin le Berbère. Nasreddin le Berbère, en 1674. D'accord? En 1674. Et d'ailleurs, vous allez, je pense que c'est Chambono, ça veut dire le représentant du comptoir français au Sénégal, il a fait un grand texte sur lui, parce que c'était lui là-bas qui défendait l'intérêt de la France sur la vallée du fleuve Sénégal. Et il a eu affaire à cet imam-là, et c'est ce Français-là qui a fait une alliance avec les Arabes mauritaniens pour tuer cet imam-là. Chambono. Donc, on est en France, allez aux archives nationales, tout ça c'est noté. Allez aux archives nationales, à Paris, prenez une journée, allez voir les mémoires de Chambono sur l'histoire de la Mauritanie et l'esclavage. Voilà. Ah, ça vaut le coup de se pencher en tout cas. Voilà. Vous allez être très étonné, tomber très bas. Donc, on va revenir un peu sur un sujet. Voilà, donc l'imam Nasreddin de Berbère. On n'oublie pas, c'est noté. Voilà, le mouvement Toubnan, dans les années 1670, avec le représentant des Français là-bas qui était Chambono. Chambono, voilà. Il a écrit sur tout ce qu'il a vu, parce qu'il faisait des rapports tous les jours pour envoyer ça ici. C'était sous Louis XIV, parce que la France, elle était dépassée au niveau de l'esclavage, elle voulait rattraper son niveau de l'esclavage. Ils ont ouvert un comptoir d'esclaves à Saint-Louis, en 1659. Et c'est ce Chambono-là qui représentait la France. Quand il est venu, il a vu que c'était dur, donc il fallait s'allier avec les véritables esclavagistes, les rois animistes noirs et les Mauritaniens, les Arabes. Voilà. C'est bon à savoir. Donc, on va revenir sur un sujet un peu plus gai. On va parler de ta culture, qui est la culture Peul. Pourquoi? C'est pas gai, ça? Ah, tu penses? On va parler un peu de la culture Peul. On va voir si tu es aussi calé sur la culture Peul. Bon, pas trop. Alors, qu'est-ce qui caractérise un Peul? Donc, un véritable Peul, c'est un transhumant. Nous avons perdu de notre poularitude parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des sédentaires. J'appelle tous les Peuls à redevenir des transhumants. Ah non, moi je veux être... Ouais, je sais. Toi, tu veux la facilité. Tu veux la facilité.
comme le disait le grand savant Ibn Khaldoun, les vraies peuplades, les gens les plus beaux, les gens qui conservent le plus leur culture, c'est les nomades, les transhumants. D'accord? Les peuples des villes, pratiquement, ils n'ont plus de culture. Ceux qui vivent à Dakar, ceux qui vivent à Nouakchott, ils parlent plus arabe, ils parlent plus wolof. Les peuples du Jolof, les peuples dans certains coins sombres du Boundou, les peuples dans le Fouladou, des peuples qui sont transhumants, ça c'est les vrais peuples. D'accord? Voilà. Donc j'appelle tous les peuples, si ce n'est pas pour des raisons économiques, abandonnez les grandes villes, revenez à la transhumance, allez dans les villages. Voilà, c'est là notre place. Parce que notre culture ne se conjugue que dans les villages. Voilà, notre culture, parce que la ville, que ce soit Paris, que ce soit Venise, que ce soit Lisbonne, la ville, comme la ville, elle court derrière l'argent. Toutes les grandes villes courent derrière l'argent. Donc l'idéal de la ville, c'est absorber de la culture pour la remplacer par l'amour de l'argent. La culture de la ville va développer toujours une culture libérale, une culture capitaliste. D'accord? Et ça, c'est la première chose qui fait qu'aujourd'hui, comme disaient les frères là, beaucoup de Soninké à Dakar, ils ne parlent plus leur langue. Beaucoup de Peuls à Dakar, ils ne parlent plus leur langue. Pourquoi? Parce qu'ils sont happés par la culture de la ville. Voilà. C'est pas une bonne chose. Hein? C'est pas une bonne chose. Non, 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 c'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise chose. Alors, donc j'appelle tous les Peuls dans les villages. Alors, qu'est-ce qui fait la... Qu'est-ce qui possible, fait la... hein? Voilà, pas voilà. Non, mais c'est très bien, c'est bien développé. Ouais. Qu'est-ce qui fait la fierté d'un Peul? La transhumance, d'accord? La possession du bétail. La possession du bétail, la transhumance. Donc la transhumance, c'est ça même l'essence de la culture Peul. Mais et depuis l'arrivée de l'islam, bien sûr, le paramètre numéro 1, l'islam. Voilà. Nous, tu vas partir dans tout le Sénégal, c'est dans pratiquement notre région où tu ne vois pas d'église, dans le Fouta. Moi, je n'en ai pas vu. Ouais. Et bien, toutes les régions d'autres, tu vas trouver. Parce que c'est une bonne chose aussi qu'il y a des églises. Non, je n'ai pas dit, je t'ai dit que le paramètre numéro 1. Ah, d'accord. Voilà, Okay. je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, bien sûr. Moi, je suis pour... si on est sûr que l'islam, c'est la vérité, on ne doit pas empêcher les gens de faire des églises. Ils n'ont qu'à faire et aller prier. Il n'y a pas de souci. Dieu jugera. D'accord. D'accord? Voilà. L'islam, la transhumance. La transhumance. Donc, je ne vais pas rentrer dans les 7 commandements des Peuls. Hein. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Pratiquement, c'est pratiquement comme les 10 commandements de Moïse. D'accord? Tu ne mentiras pas, tu ne forniqueras pas, tu ne voleras pas. Voilà, les 7. Tu ne jureras pas sur le faux, tu ne calomnieras pas. Voilà, c'est vraiment l'honneur. Un véritable Peul, je vous le jure, un véritable. Je ne parle pas de ces Peuls maintenant qui sont dans les grandes villes. Là. Un véritable Peul, vous ne marcherez jamais sur son honneur, même si vous êtes 1000. Ah, Voilà, ça c'est connu. Personne ne peut le nier, ça. C'est pour cela que j'appelle les Peuls à revenir dans les villages, parce qu'ils ont été dépossédés de leur culture. Aujourd'hui, ils vivent une certaine créolisation, voilà, une certaine hybridation des cultures qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Un instant, il faut s'ostraciser un peu, il faut revenir un peu à notre artiste, savoir qui on est, avant encore de aller à reconquérir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas un débat, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le Peul, on sait que c'est un gardien de sa culture. Ouais. Tu dis, il se mélange beaucoup, il est en train de se créoliser, mais le Peul, il est connu aussi pour être gardien de sa culture. Ouais. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le Peul, il est là, il est ancré dans sa culture. Ben, pas les Peuls mais les Peuls des campagnes, pas les Peuls des villes. C'est pas que les Peuls, aucune société, aucun groupe ethnique. Je te dis que le propre de la ville, c'est de créer, comme une ville, ça court derrière l'argent, c'est de créer une culture de capitaliste. Oui, ça c'est Une culture de capitaliste, ça ne va pas avec la pureté des traditions. Ça va toujours avec la débauche, la perversité, l'abandon des traditions, voilà. C'est pas que pour les Peuls, ça. Mais les Peuls, comme sont parmi les plus fervents à aimer leur culture, donc ils doivent retourner au village pour être des Peuls. Il y a des gens que ça ne dérange pas d'être dans la culture de la ville. Bon, ils peuvent y rester. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. On arrive au terme de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Ousmane Badara, il est comme ça.
Ah non, sincèrement, Ousmane Badara, il est comme ça. Il est comme, je vous jure, il est comme ça. J'ai beaucoup aimé. Alors, étant donné qu'on arrive à la fin, je vais te laisser le dernier mot. Si tu as des gens à remercier, si tu as un message à faire passer, si tu as à fêter quelque chose, bismillah, je te laisse. Encore, frère, merci pour l'invitation. Moi, je te remercie d'être venu. Vraiment, c'est un honneur, toujours moi, de rendre visite à mes frères. D'accord? Moi, je me sens vraiment redevable envers tous mes frères ici dans le ghetto. Voilà, à chaque fois qu'on m'appelle, moi, si j'ai la possibilité de venir, Inch'Allah, je le ferai. Et j'insisterai toujours, tu vois, que notre peuple doit restituer, tu vois, doit réécrire son histoire pour savoir où il veut aller. D'accord? D'accord? Pour tracer notre destin, il nous faut savoir notre passé. Il nous faut maîtriser, d'accord, tous les éléments qui nous ont précédés. D'accord? Et à partir de ces éléments-là, Inch'Allah, là, on pourra dessiner les voies du futur vers lesquelles on voudra orienter notre civilisation. D'accord? Voilà. C'est dans ce sens-là que je t'ai venu. J'espère, Inch'Allah, que le peu dont on a parlé, que ça va intéresser les gens. Donc, je rappelle seulement, allez étudier l'histoire de l'imam Nasreddin. Nasreddin, le mouvement Toubnan. Il y a des Wolofs qui appellent ça Toubnan, ça veut dire Toub Demnan. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est certains Wolofs, ils disent ça. Non. Toubnan, c'est Tauba, ça vient du mot Tauba, les repentis. Voilà, vous allez voir ce que les Mauritaniens ont fait de cet imam. Voilà. Vous allez voir les racines du mal. D'où ça vient le mal, ça vient pas de gens. Voilà, que la paix soit avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi Mémoire et Identité. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, merci. Mais t'es calé. Allez, au revoir. Mais tu connais. Loin de mes frères, regarde, moi j'ai grandi. J'ai atterri ici avec toutes tes économies. Rappelle-toi mère, yo les rides Yara. Toutes sombres, toutes mortes, comme si personne n'est vu. Rappelle-toi mère, ils ont tué Galas. 89 là-bas en Mauritanie. Tu m'as dit reste fort, fais pas comme eux. C'est œil pour œil, dent pour dent maman. Ils shootent sur toi, moi je tire sur eux. Jusqu'à ce qu'ils crèvent, qu'il n'en reste aucun. Tu sais même pas que je rappe, mais ils pensent que je tape. Un salaire de McDo ne paye pas une baraque. Ils m'appellent 520, la fierté de Dakar. Et depuis que je rappe, ils veulent connaître Yara.